Bonsoir, bienvenue à cette réunion publique du Conseil de quartier Violet Commerce. Merci à tous d'être présents. Je remercie Monsieur le commissaire central du 15e arrondissement d'être présent avec nous ce soir. C'est très très touchant que vous soyez là, Monsieur le commissaire. Je vous souhaite bienvenue parce que je crois que ça fait pas très longtemps que vous êtes dans le 15e. Donc bienvenue dans le 15e et bienvenue à notre Conseil de quartier. Je vais passer la parole au président pour qu'il fasse un mot d'introduction et ensuite nous commencerons notre ordre du jour par le commissaire de police. Oui, bonjour. Donc, un petit point sur ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, deux points principaux qui, à mon avis, seront déjà assez chargés. Donc, un point sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Je remercie encore Monsieur le commissaire central qui a bien voulu se déplacer. Et le deuxième point sur la propreté dans la ville. Donc pour éviter de bloquer trop longtemps le commissaire, je vais lui passer la parole. Merci Madame l'adjointe au maire, merci Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Donc Omar Merchi, je suis le successeur du commissaire divisionnaire Damien Vallot. Je suis en poste depuis le 4 mars dernier. Et donc, ça doit être le 3e conseil de quartier depuis ma prise de poste. Il y en a eu 2 la première semaine de mon arrivée. Donc, je ne connaissais absolument pas le 15e arrondissement. Là, je me situe bien mieux. Je sais que nous sommes au cœur du 15e arrondissement, ici avec la place du commerce. Je souhaitais, alors d'abord, je suis accompagné probablement d'une voix que vous connaissez bien, ou bien par mail, de la major Duval, qui est votre interlocutrice à la cellule d'écoute et de traitement des doléances. Je suis parfaitement épaulé par la major Duval qui connaît sur le bout des doigts votre arrondissement pour y avoir vécu. Donc, juste quelques mots introductifs pour situer les doléances que vous nous faites remonter. Sachez que votre quartier a fait l'objet de doléances sur une durée de 9 mois au cours des 5 dernières années. Ça signifie quoi, cette mécanique de doléances? Nous ouvrons des doléances lorsqu'il y a plusieurs signalements sur un quartier et nous organisons un suivi précis de vos demandes et de notre action. Et on vous fait des restitutions individualisées par la voix de la major Duval. Sur ces 9 mois, donc sur ces 5 dernières années, nous avons travaillé 9 mois en organisation de doléances, donc avec toutes les forces du commissariat. C'est 669 passages, 418 personnes contrôlées, plusieurs arrestations réalisées, dont 2 pour vol par effraction. Ce sont de nombreux PV pour consommation de stupéfiants sur la voie publique, 33 précisément, et puis de nombreux procès-verbaux pour tapage. On en a relevé 29 sur ces périodes de 9 mois sur le périmètre commerce violet. Ensuite, je souhaite vous situer dans la délinquance de l'arrondissement. Le 15e arrondissement, c'est un arrondissement où il fait bon vivre. Il y a un niveau de délinquance qui est plutôt maîtrisé. Et dans cette maîtrise de la délinquance, il y a le cœur du 15e arrondissement où vous êtes moins impacté par la délinquance dure, trafic de stupéfiants, acquisition violente d'objets, vol à l'arraché, de colliers, etc. Vous êtes moins impacté, nettement moins impacté que d'autres secteurs périphériques du 15e arrondissement, notamment le sud et l'ouest de l'arrondissement. Il n'empêche, vous êtes tout de même impacté par les cambriolages. 185 cambriolages depuis le début de l'année. C'est tout de même une baisse de 5% par rapport à la même période de l'année dernière. Par contre, on a toujours une problématique de coups et blessures volontaires qui augmente, mais sachez que dans cet item-là, il y a les violences conjugales qui, vous le savez, sont nettement plus révélées à la police et à la justice, et ce qui est une très bonne chose. Mon troisième point, c'est l'activité que nous avons développée. Donc là, c'était l'état de la délinquance. L'activité que nous avons développée sur l'ensemble du quartier commerce violet. En 2023, c'était 168 affaires élucidées. Et aujourd'hui, c'est 68. Alors, toute l'année dernière, 168 toute l'année dernière. Et là, nous sommes à un peu plus du tiers de l'année.
et nous sommes à 168 affaires élucidées. Parmi celles-ci, il y a deux thématiques qui sont souvent remontées dans vos doléances. C'est les vendeurs à la sauvette. Nous avons réalisé 62 affaires contre 52 l'année dernière. Et puis les occupations illicites de halls d'immeubles, dans notre jargon les OIHI. Là aussi, une activité soutenue, 38 verbalisations ou interpellations sur cet item-là. Le quatrième point de mon propos, et j'anticipe peut-être un petit peu vos questions, nous sommes, vous le savez, très vigilants sur l'implantation et le nombre de caméras PVPP sur l'arrondissement. Il y en a 89 sur l'arrondissement. L'arrondissement, 15e arrondissement, est moins bien doté que les autres arrondissements. Lorsqu'on fait le ratio avec la population, on fait partie des derniers arrondissements. Et dans cet arrondissement mal doté en caméras PVPP, il y a votre quartier qui est encore moins bien doté. Voilà. Encore une fois, ma position, c'est toujours de vous donner, de présenter la réalité sur les prix et non pas vous présenter quelque chose qui devrait être ou qui serait agréable à entendre. Je vous annonce voilà, des chiffres qui ne souffrent aucune contestation puisque ce sont ceux que je peux examiner et relever précisément. Donc, il y en a 3 des caméras sur votre quartier, en sachant que la 3e a été implantée tout récemment et elle est juste à côté de nous, à l'angle violet, place du Commerce. Les caméras sur la ville de Paris, elles permettent de lutter contre la délinquance, et notamment d'élucider des actes de délinquance de type vol à l'arraché et de type vol par effraction. Lorsque je suis arrivé, j'ai pu observer le niveau des vols par effraction dans l'arrondissement. Il est très élevé. L'année dernière, c'était 2050 faits sur l'ensemble de l'arrondissement, ce qui représente 10% de la délinquance générale. C'est important. Et lorsque je superpose la carte des cambriolages et la carte des caméras, je constate que les auteurs, on le sait, hein, chez les policiers, on le sait, mais je vous donne cette information, les auteurs ont tendance à commettre des faits en dehors de la portée des caméras. Donc là où il y a une caméra, le délinquant passe son chemin. Ce n'est pas le cas pour les troubles à l'ordre public et les mésusages de la voie publique, c'est-à-dire ces usages qui, passez-moi l'expression, mais qui peuvent vous pourrir la vie avec des tapages, des détritus, etc., etc. C'est du niveau contraventionnel et ces personnes-là, ça leur est égal qu'il y ait une caméra ou qu'il n'y ait pas de caméra. Ce qui est important pour nous, c'est de nous déplacer, que vous nous remontiez les faits précisément, la date, l'heure, la description, etc., pour que nous puissions voilà, agir de façon progressive, hein, de monter des dossiers, comme le fait la Majeure du Val, pour obtenir des résultats durables. La localisation des prochaines caméras, et Monsieur le maire m'avait sollicité récemment, il me demandait ce que je pouvais lui proposer comme localisation, et sur votre arrondissement, sur votre quartier, au sein du 15e, donc j'en retiens 4, et notamment, particulièrement les métros. Je constate qu'il y a des stations de métro qui ne sont pas couvertes par les caméras PVPP. Et ça, c'est un point faible dans notre dispositif de vidéoprotection, puisque les délinquants ont tendance à se déplacer en transport en commun. Donc c'est important de soit aller voir sortir, soit aller voir retourner dans le métro, et il nous manque ça. Plus proche, tout proche d'ici, le métro, place du Commerce, fréquenté, mais pas doté de caméras PVPP. Donc je propose des installations sur Commerce, Félix-Faure, Boussicot, et puis le square Violet. Ça, c'est pas une boule de cristal, hein, c'est l'étude de la délinquance de voie publique qui me fait pencher pour ces localisations-là. Mais vos doléances servent également, bien sûr, à alimenter ma réflexion sur la localisation, sur la pose des futures caméras. L'idée, enfin, c'est, je vous le disais, de monter des dossiers. Quelle est la stratégie que je développe au sein du 15e arrondissement? C'est partir de votre signalement. Vous écrivez à écoute15@intérieur.gouv.fr
Écoute 15. Derrière cette boîte mail fonctionnelle, il y a la Majeure du Val que vous voyez là et qui traite 100% des courriers adressés au commissariat par ce biais-là. Ça fait l'objet, vous êtes présente à toutes les réunions de commandement et ça fait l'objet de commentaires lors de nos réunions et de stratégies d'action voilà, prévues sur les semaines, les jours qui suivent et les semaines qui suivent votre doléance, votre demande. Voilà, donc je ne peux que vous inviter à remonter, évidemment, hein, je ne parle pas d'affaires qui nécessitent un appel 17 police secours, hein, c'est tout à fait autre chose. Hein. Voilà, donc là, la personne qui a l'habitude, enfin le groupe de 3-4 personnes qui a l'habitude de s'installer sur un banc sous vos fenêtres pour consommer de l'alcool ou de la drogue, voilà, ça nous intéresse. Faites le 17 lorsque c'est un bruit très anormal et sollicitez une intervention. Vous le savez, la capacité d'intervention, elle n'est pas immédiate. Voilà. On prend notre tour lorsqu'on fait une demande d'intervention, on prend notre tour et parfois notre intervention arrive 1 heure ou 2 heures après votre appel et on ne constate pas l'infraction. D'accord ? Il n'empêche, lorsque vous faites des doléances, lorsque j'ai un endroit qui cumule de nombreuses doléances, nous allons monter des opérations spécifiques avec la police municipale, que je tiens à saluer, et nous allons conjointement voilà, essayer de couvrir le plus de créneaux possible pour avoir le plus de chances de relever les identités des contrevenants. Lorsqu'on commet un tapage, non seulement on gêne le voisinage, mais on commet une infraction à la loi pénale. C'est une infraction contraventionnelle, mais lorsque l'intention est répétée, et il y a une stratégie mise en place avec le parquet, lorsque on relève 3 contraventions dans l'espace de 4 mois, le délit d'agression sonore est constitué. C'est un délit puni d'une peine d'emprisonnement et qui nous permet d'interpeller, d'appréhender le fauteur de trouble et de le placer en garde à vue. C'est une stratégie qui a été mise en œuvre dans le 20e arrondissement, c'était mon précédent poste, et je vous assure qu'on a réussi dans la durée. Je ne propose pas de solution miracle du jour pour le lendemain, mais dans la durée, nous parvenons à changer la physionomie d'un quartier. Verbalisation sur jet de détritus, sur occupation de hall d'immeuble, ça peut être juste un hall d'immeuble, hein, ce n'est pas forcément le hall d'une tour. Hein. Voilà, votre immeuble d'habitation de 3 étages, les personnes consomment de la drogue à proximité du hall, l'infraction peut être constituée. Il faut que nous le constations, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment une méthode éprouvée qui marche. Ça demande juste du travail pour vous et du travail pour nous, mais on construit voilà, étape par étape et on arrive à obtenir des résultats. Là, aujourd'hui, je ne connais pas les noms des fauteurs de troubles habituels du quartier, enfin des doléances sur le secteur commerce. Mais voilà, je souhaite les connaître et puis une fois qu'on les connaît, on les cible et voilà, on développe une stratégie pour les dissuader de réitérer. Enfin, il y a un autre mécanisme, et je terminerai là-dessus mon propos. Il y a un autre mécanisme qui permet de signaler les faits à la police. C'est un portail maintenant qui est unique sur Internet, qui s'appelait avant moncommissariat.fr, et maintenant qui s'appelle masécuritéintérieure.gouv.fr. Mais tapez mon commissariat sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur la page. C'est un portail unique où vous pouvez tout signaler. Des rodéos, du harcèlement, des violences conjugales. Vous entendez votre voisin du dessus, voilà, la victime ne viendra jamais déposer plainte. Parce que voilà, y a des mécanismes, des ressorts psychologiques qui font qu'elle ne va pas déposer plainte. Mais nous, voisins, nous entendons, nous savons ce qui se passe. Et on sait que ça peut dégénérer et que ça peut faire la une de la presse un jour. Il faut l'éviter à tout prix. Et vous pouvez signaler, y compris de façon anonyme. C'est fait. Voilà, c'est vraiment ultra important. Il y a plusieurs thèmes. Hein. Donc il y a le stupéfiant, bien sûr. Hein. Les gens qui consomment des stupéfiants, vous sentez cette odeur insupportable. Voilà, signalez-nous, voilà, soit par écoute 15, soit par le biais du portail Ma Sécurité. Je souhaitais ensuite vous projeter 2 choses. Hein. Donc je vous parlais des zones de délinquance sur l'arrondissement. J'ai fait un petit focus là sur votre quartier, puis je vais vous présenter ça. La Majeure du Val, vous désirez prendre la parole pour nous faire... Merci encore.
Oui, bonjour. Donc, je suis le major Duval. Je m'occupe de la cellule d'écoute et de traitement des doléances sur la sécurité. Pour faire simple, je récolte l'information pour permettre aux collègues de voie publique, dont je suis issue à la base, de faire des passages réguliers et récurrents sur vos points de doléances. Et moi, je les state. Donc, je suis en capacité de vous dire le nombre d'interpellations, le nombre de contrôles, le pourquoi du comment et vous donner des explications. Aujourd'hui, la police, elle communique un peu plus qu'elle ne communiquait. Donc, on fournit des explications, on vous explique notre travail. Donc je sais que je suis déjà en contact avec plusieurs d'entre vous, avec qui j'échange. On fait vraiment une remontée d'informations, mais on ne remplace pas du tout le 17 police secours. Donc moi, je fais la remontée d'informations. Le 17, vous le faites lorsque vous voyez une infraction en direct. C'est important, ça permet de déplacer un véhicule de police dès que possible. Comme disait le commissaire, des fois, les véhicules sont déjà engagés et interviennent un peu plus tard. Voilà, moi je vous laisserai à disposition une petite carte de visite sur la table que vous pourrez récupérer par la suite, qui permettra de me contacter. Je travaille avec un collègue qui s'appelle Monsieur Tonella, nous sommes deux. On travaille en hebdomadaire, mais on vous répondra à n'importe quel message, on répond. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être mécontent, on va communiquer, on va vous expliquer nos actions, et s'il y a des points faibles, ben, on essaiera de les rectifier. Voilà. Merci. Merci Major. Vous avez sous les yeux, je ne sais pas si vous arrivez à voir suffisamment, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je pense que vous reconnaissez à la fois votre arrondissement et votre quartier. Alors, les zones blanches, ça veut dire qu'il n'y a aucun fait délinquant. Les zones bleues, il y en a un petit peu. Vert, un peu plus. Jaune, un peu plus. Orange, un peu plus. Et rouge, plus. On parle juste de cambriolage, là. C'est un peu en exclusivité ce que je vous montre là, parce que je ne les ai même pas montrés à mes directeurs, ni à monsieur le maire d'ailleurs. Voilà. Donc si vous repérez la place du commerce, elle est quasiment au milieu de la carte. Donc là, sur la gauche, l'année 2023, et sur la droite, l'année 2024. Voilà. On voit qu'il y a plus de grosses zones rouges, donc une concentration des actes de délinquance en 2024, alors que c'était davantage diffus en 2023. En 2023, il y avait tout de même, sur l'axe violet, entrepreneur, il y avait un point de cambriolage qui a notamment motivé la pose de la caméra sur la rue Violet pour avoir l'enfilade de la rue. Je ne peux pas trop vous en dire sur nos caméras, mais sachez qu'elles sont très, très, très performantes. Très performantes. C'est des caméras qui permettent de zoomer à 200 mètres pour voir un visage ou une immatriculation. À 200 mètres. C'est quelque chose de très très performant. Je peux même c'est l'argent public, donc je vais même vous dire le coût, c'est 60 000 €, la caméra qui est juste à côté de vous. Voilà, ce sont des caméras de nouvelle génération qui permettent de filmer en permanence tous les axes. Vous avez vu, il y a 4 petites boules en dessous et une au-dessus, et une en dessous centrale. Donc il y en a une qui se déplace. Et il y en a 4 qui sont fixes. Et donc tous les axes sont tenus, ce qui fait que rien ne peut nous échapper. Sachez que les premières générations de caméras sur le plan PVPP, le plan de vidéoprotection de la préfecture de police, ce sont des caméras avec un seul angle et avec un balayage selon une temporisation. 45 secondes, 45 secondes, 45 secondes. Et vous imaginez bien que les délinquants ont tout le temps de la chance. C'est quand la caméra elle tourne qu'ils commettent leur acte de délinquance. Donc c'est très frustrant pour les policiers qui sont enquêteurs. Voilà, et donc là, on a cette génération de caméras très très performants. Et c'est celle-ci qui est posée juste là à l'angle rue Violet et place du Commerce. Voilà, donc là, la rue Violet, on arrive à quasiment tout voir dans la rue Violet. Voilà. J'ai passé d'ailleurs l'après-midi sur cette caméra pour un petit peu la manipuler. Sachez qu'au sein du commissariat du 15e arrondissement, nous avons une équipe en charge de la commande de la direction des véhicules. Nous recevons un appel 17, nous le recevons sur un logiciel et nous commandons les véhicules depuis le 15e arrondissement, depuis le 250 Vaugirard. À l'appui d'une intervention, un opérateur prend le commandement sur une caméra et il va suivre l'intervention ou il va suivre l'acte délictuel qui est en train de se commettre pour donner des renseignements opérationnels aux effectifs de police sur la voie publique. C'est très efficace dans la lutte contre les cambriolages, vraiment très efficace. Et si on n'arrive pas à les attraper en flagrant délit, à l'enquête, on passe des centaines d'heures à faire de la relecture de caméras pour justement trouver la plaque d'immatriculation, la description, voilà, qui va nous permettre d'identifier l'auteur.
Et après, j'avais... Tac. Et j'avais la suivante. Ah, ce sont les vols violences. Alors ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer. Tac. Les vols violences sur l'arrondissement. Donc 2023, toujours à gauche, plus de points. Et aujourd'hui, donc hormis une localisation là, près de Carrefour City, là, sur rue de la Convention, voilà, il n'y a pas de fait de vol violence sur votre quartier. Voilà. Et ça, c'est plutôt rassurant donc, depuis 2024. Voilà. Donc quand on a des petites taches bleues, ça veut dire qu'il s'est passé un fait, ce qui est vraiment, vraiment peu. Voilà, par rapport à 2023, où on a quand même des zones de concentration avec 5, 6, jusqu'à 10 faits sur les zones rouges. Voilà, le point rouge en bas, ça veut dire qu'il y a une concentration. Il y a dû avoir 2 ou 3 faits, je ne les connais pas. Précisément, je ne connais pas les affaires en question, sauf s'il y avait mort d'homme, là, bien sûr, je les connaîtrais, ce n'est pas le cas, bien sûr. Voilà. Donc des vols violences, ça peut être un vol de collier, ça peut être un vol de téléphone portable à l'arraché. Voilà le type de fait qui est relaté sur les vols violences. Voilà, je ne vous montre pas d'autres quartiers du 15e qui sont moins bien que les vôtres. Voilà. Là, ça donnera plutôt envie. Voilà. Bon, là, c'est plus facile pour vous de le montrer parce que c'est positif, c'est très positif pour vous. C'est un bon quartier. Merci, monsieur le commissaire. Avant peut-être de passer aux questions, je vais passer la parole à la police municipale. Bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes présents pour parler de la sécurisation concernant les sites qui seront impactés par les JO. Donc, je vais repasser la parole et ensuite, je vous donnerai le programme prévu sur la sécurisation de la police municipale sur les sites concernés dans le 15e arrondissement. Très bien, je vous repasserai la parole après. Oui, alors si on veut passer aux questions diverses, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame, s'il vous plaît, le micro, juste devant vous, là. Bonsoir à tous. Je suis riveraine et habitante de la place du Commerce. D'abord, avant de commencer, je ne vais pas refaire l'historique depuis 6 ans, mais avant de commencer, je voulais remercier sincèrement et profondément la cellule Écoute 15, avec qui, depuis sa création il y a quelques années, puisque au début de nos problèmes, vous n'existiez pas, mais votre réactivité, votre gentillesse et votre écoute, parce que je n'ai jamais envoyé, ni moi, et je parle, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont concernées ce soir, si d'autres riverains sont là, mais vous répondez toujours à nos doléances, et Dieu sait s'il y en a. On doit pouvoir les compter par centaines bientôt, mais voilà, je voulais déjà vous remercier pour tout le travail que vous effectuez. Voilà, donc nous, je suis riveraine, et avec beaucoup de riverains, votre prédécesseur, M. Damien Vallot, était au courant de la situation. Monsieur Goujon est au courant, Monsieur Samama est parfaitement au courant. Ça fait 6 ans que nous subissons exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire entre la maison communale et le terrain de boule, du tapage en soirée, du tapage nocturne, du trafic de drogue, des délits en tout genre, déchets sur la voie publique, des cambriolages, du vandalisme, j'en oublie peut-être. Ça fait 6 ans que ça dure. Nous passons des nuits entières, des nuits blanches, et ça fait plus de 6 ans que nous demandions une caméra de vidéosurveillance sur cet emplacement. Monsieur Samama nous l'a promise depuis pas mal de mois. On s'en réjouissait parce qu'on savait qu'elle allait arriver, et c'est avec une déception immense qu'on a vu où elle était située, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, quasiment en face de la maison communale sur la rue Violet. Et l'explication, c'était que la préfecture de police l'a placée à cet endroit-là parce qu'à l'endroit que nous souhaitions et qui fait l'objet de nos doléances depuis 6 ans, il y avait trop de végétaux. Bon, autant vous dire que pour nous, ce n'est pas une raison valable. Il n'y a pas un végétal si on l'avait posé là. Donc pour nous, c'est l'incompréhension totale. On sait maintenant donc, qu'on n'en aura pas à cet endroit-là, qu'on va continuer à subir tout ce que nous subissons. On a même appelé un soir, une riveraine a appelé un soir pour signaler ce qui se passait sur la place, puisque c'est non-stop.
Et on lui a répondu, mais écoutez, il y a une caméra, mais nous, à la caméra, on ne voit rien. Pourquoi ? Parce que cette fameuse caméra qui est là ne couvre absolument pas le secteur concerné par tous les délits. Donc, effectivement, on voulait vous rencontrer, monsieur le commissaire, avec pas mal de riverains, pour vous faire part de... On ne sait plus quoi faire. Voilà. Ça fait 6 ans que ça dure. On est exaspérés, on n'en peut plus. Alors, je sais qu'il y a eu des verbalisations, il y a eu beaucoup de vos interventions, des passages, mais au bout de 6 ans, la situation ne s'est pas arrangée du tout. Ça continue et voilà, on en a assez. Et on cherche un petit peu à comprendre comment on peut en arriver là, malgré voilà, toute la mobilisation du secteur par nous les riverains. Merci. Merci madame. Je vais déjà répondre à cette question, parce qu'elle est importante. Et effectivement, j'ai lu vos mails sur le sujet. Moi, mon travail, c'est vraiment de vous répondre avec la franchise d'un responsable policier. À Paris, il n'y a pas de caméra posée sur des secteurs aussi petits. Là, ce que vous visez, vous, donc, c'est bien la petite placette qui est là coincée au niveau des recharges de véhicules, hein, c'est ça ? C'est la placette qui est là, qui couvre les 2 rues qui sont là, et tout le périmètre. Mais donc en posant la caméra à cet endroit-là, je vais couvrir un très faible périmètre avec la caméra. Les anciens modèles de caméra, potentiellement oui, parce que j'ai une seule boule. Là, ces modèles-là de caméra ne sont pas du tout adaptés pour des besoins très localisés. Ensuite, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure dans mon propos, si ça fait 6 ans que le problème perdure, ça veut dire que nous avons des noms de personnes qui causent ces troubles-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que la Majeure du Val va me les signaler, ces noms-là, et nous allons travailler, comme je vous l'indiquais, de développer cette stratégie. Nous avons une stratégie qui est validée par le parquet du tribunal judiciaire de Paris, qui consiste à monter en gamme dans la sanction et au-delà du procès verbal, de 150 €, 300 € pour le tapage, il y a cette agression sonore qui est relevable dès lors que la personne est connue pour du tapage. Je vous ai dit, sur une séquence de 4 mois, il faut avoir 3 PV sur une séquence de 4 mois, et on relève l'agression sonore. Donc ça veut dire qu'on l'appréhende, on lui met les menottes, on le ramène au commissariat, on le place en garde à vue, on l'entend, on reçoit et on ressort les plaintes, vos déclarations d'usagers, vos mails à la CETD, etc. On fait un PV qui permet de faire d'expliquer au magistrat qu'il y a un contexte lourd sur ce sujet-là, afin qu'il y ait une réponse pénale la plus adaptée et la plus sévère possible. J'ai regardé, avant bien sûr de partir, j'ai regardé sur 2 ans, nous n'avons pas d'affaires de ce type-là, sur ce secteur. J'ai regardé sur la place du commerce, dans nos fichiers, et nous n'avons pas d'affaires de ce type-là. J'ai vu des vols par effraction, mais je n'ai pas vu d'interpellation d'individus pour agression sonore. Je ne suis pas remonté jusqu'à 6 ans, j'ai regardé juste depuis le 1er janvier 2022, et je n'en ai pas trouvé. Mais ça veut dire que vos signalements, certes, sont pris en compte, on les traite, mais cette stratégie-là, encore une fois, je crois qu'il convient d'essayer de la mettre en œuvre, surtout si ce sont des réitérants, 2, 3 personnes qui pourrissent littéralement le voisinage, la vie des riverains. Et à ce moment-là, on peut obtenir, je vous assure, des résultats. Alors déjà, ce ne sont pas 2 ou 3 personnes, mais ça va jusqu'à 15 personnes. Et depuis 6 ans, ceux qui avaient 16 ou 17 ans il y a 6 ans, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands. Et au niveau du tapage sonore, bon, je pourrais vous faire écouter nos enregistrements d'il y a encore 10 jours. On les a vus, ouais. Vous les avez eus. Je crois que le tapage sonore est avéré depuis beaucoup d'années, depuis toutes ces dernières années. Le trafic de drogue, bon, je sais que vous avez appréhendé. Voilà, nous, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Alors, sans doute, on n'est pas assez nombreux à appeler. Mais bon, on appelle, on est les représentants des copropriétés autour. Mais vraiment, voilà, je pense que la situation est avérée, connue de tous, de vos services, de la mairie, et ça continue. Une autre question, madame ? Du coup, je voulais savoir s'il y avait des éducateurs sur cette zone qui passaient pour sensibiliser les jeunes ou pas.
et y compris pour les avertir et les conscientiser par rapport au risque pénal qu'ils encourent par rapport à ce tapage. Est-ce qu'il y a des éducateurs dans cette zone ? Alors oui, effectivement, nous avons des médiateurs qui se rendent donc sur cette zone et qui prennent contact avec ces jeunes et qui leur rappellent quand même que la nuisance sonore est importante et qui les oriente vers plusieurs services où effectivement ils pourraient avoir des activités autres que de rester en bas des immeubles qui sont complètement gratuites. Mais après, ce n'est que de la médiation. On ne peut pas ils ne peuvent pas les forcer à participer à ce groupe d'activités. Merci. Une autre question ? Oui, madame devant, s'il vous plaît. Bonjour. Quand il y a tapage nocturne dans un appartement qui n'est pas dans votre immeuble et qu'on appelle 3 fois le 17 et qu'il ne se passe rien et qu'on me répond qu'il faut le code de l'immeuble d'à côté, on fait comment ? Peut-être une autre question ? Allez-y, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, j'habite en haut de l'avenue Félix-Faure. Et depuis la fin du Covid, pour faire simple, on a observé l'apparition de plusieurs commerces qui vendent de l'alcool jusqu'à des heures avancées de la nuit. Il y a un Anoprix jusqu'à 2 heures du matin. En face, il y a une petite boutique aussi jusqu'à 2 heures, voire 3 heures du matin. Et la conséquence, c'est qu'on voit des gens qui viennent s'approvisionner en alcool jusqu'à des heures avancées de la nuit et qui ensuite font du tapage. Donc ma question est, quelle est la réglementation en matière de distribution d'alcool à ces heures avancées de la nuit? Est-ce qu'il y a un moyen de légiférer sur le sujet? Une troisième question? Non? Très bien. Oui? Non? La première, madame, concernant le tapage dans un immeuble voisin, donc continuez à faire le 17 police secours, mais je vous invite vraiment à nous écrire à Écoute 15 et vous décrivez cette situation-là. Comme ça, on commande spécifiquement un véhicule qui aura l'information que ce n'est pas la peine d'attendre du requérant un code puisqu'il ne peut pas l'avoir par définition, ce n'est pas son immeuble. Et nous allons trouver une solution pour accéder à l'immeuble. D'accord? Donc vraiment, Écoute 15 pour nous décrire ça et puis ciblez bien les créneaux. Ça se passe les samedis, les nuits de samedi à dimanche, à 1h du matin, au 3e étage, qui donne sur la rue ou qui donne sur la cour. Voilà. Décrivez au maximum, donnez-nous de détails qui vont nous permettre de localiser l'appartement. D'accord? Merci. Concernant la vente d'alcool, merci pour votre question. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est très souvent le vecteur de troubles que vous subissez, vous tous, sur la voie publique. Et il y a un levier juridique, mais c'est un arrêté du préfet de police qu'il prend chaque année et qui interdit sur certaines zones la consommation, la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique. La zone conseil de quartier commerce violet n'est pas concernée par cet arrêté. Mais je peux rédiger un rapport motivant l'extension de cet arrêté à cette zone-là. Et pour ça, il faut que je puisse avoir des métriques, des mesures objectives qui permettent de motiver cette interdiction-là. Donc là aussi, je vous invite à faire des signalements à la CETD, à éventuellement vous déplacer au commissariat pour faire une main courante. Ça sert à ça. Je monte un dossier au préfet de police et j'argumente en expliquant que ici j'ai un vrai problème qui dure depuis 2 ans et le seul levier c'est l'interdiction de consommation sur la voie publique et ça permet donc de verbaliser le consommateur mais surtout de monter un dossier contre l'exploitant, l'épicier qui transgresse cette interdiction. L'interdiction elle est très large, c'est de 19h à 7h le lendemain l'interdiction de vente sur l'arrêté, donc c'est efficace. Oui. D'autres questions, non?
Une dernière question. Après, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à notre sujet principal, qui était l'impact des Jeux olympiques et paralympiques sur notre quartier. Et en particulier, qu'est-ce qui est prévu au niveau du commissariat sur la sécurisation du quartier? Une question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir des caméras fausses? Enfin, des faux caméras? Des fausses caméras? Alors, c'est... Enfin, il y a une caméra oui. qui ne marche Donc, pas. Des caméras factices. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Je l'ai déjà fait avec des partenaires institutionnels de type hôpitaux ou des sociétés voilà, qui ont des problèmes avec des mésusages de la voie publique, hein, donc des rassemblements, voire même des points de deal. Alors, donc il y a une solution, nous, de notre côté, c'est que si vous ciblez un problème temporaire ou un problème qui mérite une surveillance par caméra, je peux solliciter l'installation d'une caméra discrète ou pas discrète, mais pour une durée déterminée. Il y a par exemple un problème que vous identifiez dans un coin de rue. Je peux faire une étude par une des directions de la préfecture de police, la direction de l'innovation qui est rattachée au préfet de police, et elle vient nous installer une caméra pour une durée d'1 mois ou de 2 mois, et puis nous allons travailler avec les images fournies par cette caméra. Ensuite, concernant votre question directement, factice, il faut voir avec le propriétaire du mur, du balcon, etc. Mais il y a juste la réglementation qui peut venir vous rattraper et vous dire mais vous avez posé une caméra sur la voie publique, avec une vue sur la voie publique, et vous n'avez pas le droit. Vous expliquerez qu'elle est factice, bien sûr. Voilà. Oui. Donc il faut le faire avec nous. Vous ne pouvez pas le faire d'initiative, mais vous pouvez nous en parler, nous faire une proposition, et on peut voir ça. Voilà. Et le sujet du coût, il est plutôt anecdotique. C'est de l'ordre de 20 €, hein, une caméra factice. Voilà. On l'a fait là aussi sur un hôpital dans le 20e arrondissement. Des gens entraient, volaient. Voilà, donc pour les dissuader, on avait installé une caméra factice. Merci. Non, la dernière question, c'était donc revenir sur les Jeux Olympiques et voir un petit peu ce qui est envisagé au niveau du quartier à propos des Jeux Olympiques, puisque nous sommes juste à côté du Champ de Mars qui va être une zone rouge. Alors on vous expliquera après ce que c'est que les zones rouges et les zones bleues et tout ça, mais savoir comment va être impacté au niveau de la police notre quartier, savoir si vous allez avoir du personnel supplémentaire, comment va être impliquée la police municipale. Bon, voilà. Alors pour la police nationale, en tout cas, sur cette période des JO, vous le savez, nous sommes à 100% de présents. Donc d'abord, mécaniquement, il y aura plus de policiers du commissariat présents sur la voie publique, mécaniquement. De très nombreuses patrouilles, de très nombreux équipages de police sont fléchés JO. Donc ça veut dire qu'ils seront sur les périmètres rouges. Il n'empêche, ce seront des policiers du commissariat, de la France entière, qui viennent en renfort, et y compris des gendarmes, qui seront sur l'arrondissement et sur votre quartier, mais plutôt par effet de déport. Ils seront majoritairement sur les zones, les sites olympiques. Mais en tout cas, il y aura une très forte présence policière. Très forte présence policière. Et lorsqu'il y a un appel 17 pour une agression en cours, il y aura potentiellement 4 à 5 fois plus de véhicules susceptibles de répondre et de se déplacer. Voilà. Donc il y aura une présence policière marquée dont vous allez, je veux dire par un effet mécanique, bénéficier, voilà, même si vous n'êtes pas directement sur une zone Jeux Olympiques. Merci beaucoup, la Majeure Duval. J'espère bientôt vous retrouver. Merci, monsieur le commissaire central, d'être venu nous rencontrer ce soir. Et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. J'en laisse quelques-unes s'il y en a d'autres qui veulent récupérer. Je crois que oui.
Comment? Oui. Oui, mais... Attendez, prenez le micro, s'il vous plaît, prenez le micro. Non, c'était juste une question de bon sens, parce que madame dit qu'il y a des problèmes depuis plus de 6 ans à l'endroit. Et tout à l'heure, vous avez parlé des caméras, des anciennes caméras à l'ancien modèle, qui ne pouvaient visualiser qu'un petit espace. Or là, si j'ai bien compris, c'est un petit espace où il y a énormément de problèmes. Alors pourquoi on ne pourrait pas mettre la caméra ancien modèle? Alors, donc je vais répondre à la place d'une direction qui n'est pas la mienne, hein, donc la fameuse direction de l'innovation. Je n'ai pas la réponse technique, mais désormais, les installations, ce ne sont que des modèles de caméras comme celles que vous voyez à côté. Là. Ah, ça s'appelle des platères. Oui, il n'y a plus qu'un seul modèle installé. Dommage. Mme Valérie Giovannucci va nous présenter un petit peu le déroulement, on va dire, du secteur. Alors, on vous a fait une petite présentation sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Slide 2. Alors, le déroulé de cette présentation, nous verrons les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les périmètres de sécurité, les festivités de proximité et enfin les liens utiles. Slide 3. Donc, les Jeux Olympiques 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août et s'ouvriront sur la scène lors d'une cérémonie exceptionnelle. 10 500 athlètes, 206 nations, 329 épreuves, 31 500 volontaires pour 41 sites, dont 15 sites à Paris et région parisienne. Compte tenu de ses infrastructures et de sa localisation, le 15e sera l'un des points cardinaux des Jeux Olympiques et Paralympiques. En effet, au nord de l'arrondissement, le Champ de Mars, 7e, sera transformé en un immense stade pouvant accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Au sud, le parc des expositions sera lui aussi un site majeur de compétition en accueillant pas moins de 7 épreuves olympiques et paralympiques. Enfin, la flamme olympique traversera notre arrondissement le 15 juillet. La cérémonie d'ouverture des Jeux, prévue le 26 juillet 2024, débutera à 19h30. Elle se déroulera le long de la Seine, d'est en ouest, sur 6 km entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Et le grand final aura lieu sur la place du Trocadéro. Slide 4. Je vous ai mis une carte avec tous les sites olympiques et les différentes épreuves qui auront lieu dans ces sites olympiques. Donc on a en bas Arena Paris Sud, Parc des Princes, Stade Roland-Garros, Stade Tour Eiffel, Arena Champ de Mars, Grand Palais éphémère, Invalides, Concorde, Pont Alexandre III, Grand Palais, Arena Porte de la Chapelle, Arena Bercy. Voilà. Ensuite, je vous en ai sélectionné quelques-uns. Slide 5. Donc là, c'est l'Arena Champ de Mars où il y aura judo et lutte. Le Stade Tour Eiffel où il y aura du beach volley. Invalides où il y aura athlétisme, cyclisme sur route et tir à l'arc. Concorde, basketball 3x3, breaking, cyclisme, BMX, freestyle et skateboard. Pont Alexandre III, cyclisme sur route, marathon, swimming, triathlon. Voilà, comme ça vous donne un peu une vision. Et enfin, dans le 15e, Arena Paris Sud, où il y aura haltérophilie, handball, tennis de table et volleyball. Et 83 000 spectateurs sont attendus à l'Arena Paris Sud, donc dans notre quartier, porte de Versailles. Slide 11. Alors, la flamme olympique, symbole de paix, d'unité et d'amitié entre les peuples, traversera tous les arrondissements de Paris le 14, 15 et 26 juillet, en mettant en lumière des lieux historiques, culturels, populaires, sportifs, de grands monuments ou simplement des lieux de vie des Parisiennes et des Parisiens. Elle s'arrêtera à Paris le 14 et 15 juillet, puis sillonnera l'Île-de-France du 19 au 26 juillet. Elle finira son parcours à Paris pour le lancement des Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet. Le 14 juillet, c'est un parcours central de 31 km finissant sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Le 15 juillet,
Elle parcourra 27,5 km. Son chemin se poursuivra du 11e au 20e arrondissement et passera par le 15e avec une fin place de la République. Le 26 juillet, la flamme descendra de Saint-Denis par le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette, puis le canal Saint-Martin, pour réapparaître ensuite sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture. Elle réunira évidemment toutes celles et tous ceux qui se trouveront pour l'avoir passée avec ses relayeuses et ses relayeurs. Je crois qu'il y en a à peu près 120 par jour, qui sont connus ou non, et qui auront l'honneur de la porter. Je vous ai mis 3 exemples de noms de relayeuses du 15e. Hélène Carte-Grandjean, directrice de l'hôpital européen Georges Pompidou. Arokia Duchet, qui est ancienne présidente du conseil de quartier Citroën Boussicot. Et Marion Laurent, qui est joueuse ACP 15. Les rues traversées dans le 15e, depuis la place de Catalogne, mais en fait le parcours sera à l'envers, c'est place de la Catalogne, boulevard Pasteur, rue de Vaugirard, Institut Pasteur, rue Péclet, mairie, rue Le Courbe, rue Théodore Renaudot, rue des Entrepreneurs, rue Linois, pont de Grenelle, allée des Cygnes, pont Birakem, jusqu'au jardin mémorial des enfants du Veldiv. Voilà, ça sera tout le parcours de la flamme, donc le 15 juillet, qui passera dans notre arrondissement. Slide suivante. Donc là, je vous ai mis tous les parcours qui vont avoir lieu, le parcours de la flamme olympique. Donc le 14 juillet, c'est en jaune. Donc ça part du 8e, Champs-Élysées, 7e, Assemblée nationale, 6e, Saint-Germain-des-Prés, 5e, Panthéon, Paris-Centre, 11e, Bastille, 10e, place du Colonel Famien, 9e, Olympia, et enfin Paris-Centre, avec une fin rue de Rivoli, hôtel de ville. Ça, c'est le parcours qui est en jaune, c'est le 14 juillet. Le parcours en rose, c'est le 15 juillet. Il partira du Bois de Vincennes, Porte de la Chapelle, Arc de Triomphe, Bois de Boulogne, métro aérien face à la Tour Eiffel, place de la Catalogne, butte aux Cailles, Bastille, butte Chaumont, Belleville, République. Et le 26 juillet, c'est le petit qui est en noir. Et donc, c'est le bassin de la Villette et redescendra elle descendra, excusez-moi, le long de la Seine. Voilà les parcours de la flamme à Paris, 14, 15 juillet et 26 juillet. Alors, maintenant, nous allons parler du marathon. Alors, du 10 août au 11 août, il y aura 3 marathons qui vont se dérouler en même temps. Le parcours reliera l'hôtel de ville à Versailles via une boucle et traversera le 15e par les quais au 35e kilomètre. Je vous montrerai après le parcours. Samedi 10 août, de 8h à 11h30, ça sera le marathon homme. Dans la nuit du 10 au 11 août, à partir de 21h, avec une fin estimée à 4h30 du matin, c'est le marathon pour tous, qui est à destination du grand public. Et elle propose 2 courses, un marathon et un 10 km. Le dimanche 11 août, de 8h à 11h30, ça sera le marathon femmes. Et l'épreuve de marathon paralympique se déroulera le dimanche 8 septembre, entre 8h et 13h. Slide 14. Alors, le parcours du marathon olympique. Vous voyez, ça fait une boucle. Donc, le marathon olympique homme, il traversera le 15e sur une portion de 3,3 km sur les quais de Seine de 9h45 à 10h29. Le marathon olympique femmes, de 9h57 à 10h39, il traversera le 15e, donc les quais de Seine. Il y aura 80 hommes et 80 femmes. Le marathon pour tous, donc ce sont pour les athlètes amateurs. C'est exactement le même parcours que pour les Jeux Olympiques. Donc cette course sera donc sur le même parcours. Entre le premier et le dernier peut s'écouler plus de temps puisqu'ils ne courent pas en peloton comme les athlètes lors des Jeux Olympiques. Ce ne sont pas des professionnels. Donc c'est une boucle de 42,195 km sur une boucle reliant Paris à Versailles. Donc départ à Paris à 21h de l'hôtel de ville et arrivée aux Invalides. Il y a 9 communes, c'est un peu trop petit pour que vous les puissiez les voir, qui sont traversées. Paris, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville d'Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon, Issy-les-Moulineaux et retour sur Paris. Voilà, ça c'est le parcours du marathon olympique. Les Jeux paralympiques.
Alors, les Jeux paralympiques, c'est du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques aura lieu sur la place de la Concorde. Il y a 4400 athlètes de 184 nations pour 549 épreuves. Les Invalides, par exemple, pour le para-tir à l'arc, la Tour Eiffel pour le cécifoot, le Champ de Mars pour le para-judo et le rugby fauteuil, et l'Arena Bercy, le basket fauteuil. Quant au para-badminton et la para-haltérophilie, je vais y arriver, ils seront accueillis donc, dans le 15e. 13 500 volontaires, 20 sites, dont 11 à Paris. Et mercredi 28 août, passage de la flamme paralympique dans le 15e, mettant en l'honneur le quartier des Périchots et sur le parvis de la mairie. Dans le 15e, donc, à l'Arena Paris-Sud, on aura comme sport, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, boccia, goalball et paratennis de table. Et il y a 38 000 spectateurs attendus par jour. C'est vrai du monde. Bien, maintenant passons au périmètre. Alors, les périmètres autour des sites de compétition. En fait, quand on a un site de compétition, plus on s'éloigne, moins c'est restrictif. En fait, c'est un dispositif concentrique. Alors, c'est en bas de l'image à gauche. Donc, ça va du gris, du noir, du rouge et du bleu. Plus on s'éloigne du gris, et moins c'est restrictif pour vous. Périmètre gris. Donc, c'est le site. Ce sont les sites de compétition, le périmètre gris. C'est le périmètre organisateur. L'accès, évidemment, est réglementé. Ce sont les athlètes, les spectateurs munis d'un billet, les personnes et véhicules accrédités. Aucun véhicule motorisé autorisé dans ce périmètre gris. Ensuite, le périmètre noir qui entoure le périmètre gris. C'est le périmètre de protection SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Il englobe le périmètre organisateur. Alors, il englobe où il est. Il englobe le périmètre organisateur et le trait noir. Donc, c'est le trait noir qui est matérialisé sur le dessin. Les spectateurs doivent être munis de billets, personnes accréditées. Là, il y a palpation et fouille. Enfin, on arrive au périmètre rouge. Interdiction de la circulation motorisée. Seules les personnes munies d'un laissez-passer numérique sont autorisées à rentrer en véhicule motorisé. Autorisé en libre circulation pour les cyclistes et les piétons. Donc là, dans le périmètre rouge, il va falloir un laissez-passer numérique pour les voitures. Périmètre bleu, c'est un périmètre de déviation de la circulation motorisée. Seules les personnes qui ont une raison légitime de se rendre à une adresse, c'est-à-dire soit ils habitent l'adresse, évidemment, ils habitent dans ce lieu, ils sont autorisés à rentrer avec un véhicule motorisé. Là, ce sera des contrôles aléatoires. Et si jamais vous faites arrêter par la police, il faudra juste leur montrer votre carte d'identité en disant, je vous dis n'importe quoi, vous habitez rue Linois et vous êtes dans le périmètre bleu. Après, je vous ai fait un tableau qui est peut-être un peu plus clair, où on voit... Alors, en fait, dans ce tableau, on voit que du 26 juillet au 11 août et du 28 août au 8... Sans ça, vous pourrez le retrouver sur le site de la mairie du 15e. Hein. Enfin, vous pouvez le prendre en photo, bien sûr. Donc voilà, on a le périmètre gris organisateur, le noir qui entoure le gris, le rouge et le bleu. Et plus on s'éloigne, et moins c'est restrictif. Et tout ce qu'il y a dans les cases, là, c'est ce que je viens de vous expliquer. En fait, piétons et cyclistes, c'est pratiquement accès libre tout le temps. Sauf le gris, évidemment. Nous, on est dans le bleu, là. Là, vous êtes dans le bleu. Non, vous n'êtes pas dans le bleu, là. Non, non, vous êtes dans rien du tout, là. Après, on va voir, j'ai fait des cartes. Vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout, vous êtes libre. Très bien. Alors... Je ne sais plus où j'en suis. Je vais y arriver. Donc, on en était là. Oui. Alors ça, en fait, toutes les cartes, vous pouvez les trouver sur les cartes du ministère de l'Intérieur, qui montrent les périmètres autour des sites olympiques et paralympiques, avec les périmètres gris, noir, rouge et bleu. Donc ici, vous avez les sites, par exemple, vous voyez. Donc, vous voyez bien le périmètre gris, c'est le site de compétition. Entouré de noir, c'est la protection antiterroriste. Le rouge et le bleu. Mais effectivement, là, c'est peut-être pas très visible, mais si vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, vous verrez mieux, ce sera plus, vous pourrez déjà l'agrandir et regarder plus précisément.
Ensuite, après, merci. Après, là, j'ai juste fait un petit focus sur l'hôpital européen Georges Pompidou avec l'Arena Paris-Sud. Donc, on voit la zone rouge qui est assez étendue et la bleue tout autour. Après, c'est exactement pareil pour tous les sites. On voit, quand on agrandit, on se rend plus compte, en fait, jusqu'à où va le périmètre rouge et le périmètre bleu. Ça sera plus clair, je pense, chez vous. Enfin, donc la cérémonie d'ouverture du 26 juillet. Elle commencera à 19h30 jusqu'à 23h normalement. Elle se déroule donc sur la Seine, entre le pont d'Austerlitz et le pont de Iéna. Donc il suit le cours de la Seine d'est en ouest sur 6 km. Il prendra devant le Jardin des Plantes, contournera les 2 îles parisiennes de l'île Saint-Louis et de l'île de la Cité et passera sous 8 à 10 ponts ou passerelles. Il y aura 94 bateaux, donc les athlètes verront tout Paris. C'est le bateau grec qui partira en premier et le français en dernier. Sur les quais hauts, les spectateurs profiteront d'accès gratuits. Sur les quais bas, les spectateurs seront munis de billets. Pendant cette cérémonie d'ouverture, il y a 2 périmètres qui sont mis en place. Il y a le périmètre gris et le périmètre rouge. Donc là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc pour le périmètre gris, c'est toujours le périmètre de protection antiterroriste. Pour l'accès piéton et vélo, ça sera du 18 juillet, parce que ça va commencer une semaine avant la cérémonie. Il va y avoir des périmètres qui vont être mis en place. Donc du 18 juillet au 26 juillet à 13h pour l'accès piéton. Sur le périmètre gris, donc celui qui est le site de compétition, c'est contrôlé, soumis à laissez-passer numérique. Ensuite, pour l'accès véhicules motorisés du 18 juillet au 26 juillet, interdit, évidemment, dans ce périmètre gris, sauf rare dérogation, soumis à laissez-passer numérique. Et en revanche, le 26 juillet, à partir de 13h, le jour de la cérémonie, toutes les voitures, c'est interdit, sauf force de sécurité ou urgence. Ça, c'est pour le périmètre gris. Pour le périmètre rouge, donc, pour l'accès piéton et vélo, du 18 juillet, donc une semaine avant la cérémonie, au 26 juillet, c'est libre, pas de laissez-passer numérique. Donc là, c'est libre. Pour l'accès véhicules motorisés, du 18 juillet au 26 juillet, c'est interdit, sauf dérogation. Justificatif, il faudra montrer un justificatif au point de contrôle. Et le 26 juillet, en revanche, le jour de la cérémonie, c'est interdit, sauf force de sécurité et secours. Et je vous ai fait une photo de la cérémonie d'ouverture. Ça ressemblera certainement à ça. Je le souhaite. Et ensuite, je vous ai fait, qui est beaucoup plus explicatif, un tableau où vous avez les 2 différentes dates, donc une semaine avant la cérémonie d'ouverture et le jour de la cérémonie d'ouverture. Évidemment, le jour de la cérémonie d'ouverture, la sécurité se renforce. Voilà. Parce que là, on a interdit sauf force de l'ordre d'urgence et interdit sauf force de l'ordre urgence, dans le périmètre gris et dans le périmètre rouge. Voilà. Donc 2 périmètres de sécurité pour cette cérémonie d'ouverture. Ok. Ouais, slide 24. Voilà, alors pareil, c'est peut-être vous êtes un peu trop loin, mais vous voyez donc là, c'est périmètre mis en place donc du 18 au 26 juillet. Donc vous voyez que toute la Seine, alors il y a du gris au milieu, mais toute la Seine est en rouge. Donc nous aussi, on est touché en bas à gauche, là. Et ensuite, quand on passe à la 2e carte, donc le jour de la cérémonie, on voit que le périmètre rouge s'est agrandi, en fait, par rapport à celle d'avant. Tous les périmètres se sont agrandis. Même le périmètre gris, ici, là, près du Trocadéro, il était plus petit et il s'agrandit, évidemment, le jour de la cérémonie d'ouverture. Voilà. Laquelle? C'est ça. Ensuite, on a aussi, alors pour le marathon aussi, il va y avoir des périmètres qui vont être mis en place. Donc c'est pareil, vous voyez donc toute la boucle qui passe par les autres communes est rouge. Et nous aussi, on est rouge quai de Seine en partant de la porte de Versailles. Hop, on est rouge tout le long jusqu'à la Tour Eiffel. Si jamais vous pouvez aller sur le site Anticiper les Jeux pour trouver toutes les informations utiles. De toute façon, on vous a mis des flyers sur la table là-bas que vous pourrez prendre.
avec tous les sites éventuellement qui pourraient éventuellement vous aider pour trouver des informations. Voilà sur les périmètres de sécurité. Maintenant, on va passer aux festivités de proximité organisées par la mairie du 15e, qui vont avoir lieu sur le parvis de la mairie du 15e et au square Adolphe Chériou. Donc ça, c'est une image, vous voyez, ça c'est la mairie du 15e, avec tout ce qui va se passer sur le parvis. Donc la mairie du 15e animera du 26 juillet au 8 septembre un site de festivités de proximité accessible à tous, le parvis de la mairie et le square Adolphe Chériou qui est juste à côté. Donc nous aurons pour vocation de faire vivre les JO aux Parisiens et aux visiteurs en dehors des épreuves. Le parvis et le square sont animés par des associations culturelles et sportives de l'arrondissement et mettront à l'honneur leur savoir-faire, des cours d'initiation, de démonstration, de tournois. Alors, il y aura sur ce parvis, d'abord les horaires, ça sera de 11h à 23h, 7 jours sur 7, du 26 juillet au 8 septembre. Sauf pendant l'entre-deux des Jeux, il y aura une fermeture le lundi et une ouverture réduite de 16h à 22h. On pourra y trouver alors beaucoup de choses. Un écran géant pour la retransmission des épreuves, un stand de réalité virtuelle et d'e-sport, robotique humanoïde, scène, concerts, spectacles, cinéma en plein air, création d'une fresque par un graffeur, lire à Brassens, exposition artistique, microfolie, séance de gym douce, mur d'expression et fresques collaboratives, activités sport et santé, playground, photo call, food trucks, restauration, il y aura 2 food trucks, mini-golf, agrégymnastique, ludomove, tournoi de sport, espace détente. Et les activités en accès libre, il y aura un baby-foot, tennis de table, tech-ball, boulodrome, échecs, vélo, piano. Et nous aurons aussi 3 stands internationaux qui représenteront la Corée, le Japon et le Liban. Et tout à l'heure, je laisserai la parole à mon ami et collègue Valentin Roufiac, qui est délégué au sport et aux Jeux Olympiques. Je vais juste vous montrer une photo du plan des activités qui auront lieu à la mairie du 15e, avec les divers espaces. Là, on voit l'espace de détente, on voit les espaces d'assises, on voit le playground, on voit la pétanque là-haut sur la droite, on voit le food truck, le tennis de table. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, tout ça, vous pourrez le retrouver évidemment sur le site de la mairie du 15e. Ensuite, nous vous avons mis tous les liens utiles, page jeu très utile, les périmètres de sécurité, la foire aux questions très importante aussi. Ensuite, je crois que j'en ai mis d'autres. Bon, et alors il y a la newsletter aussi, sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc la newsletter, il y aura une newsletter quotidienne pendant les Jeux Olympiques. Et la newsletter 538 de juillet et août, ce sera un numéro spécial Jeux Olympiques. Anticiper les Jeux aussi, vous trouvez beaucoup d'informations qui sont très intéressantes, et une carte interactive du ministère des Transports pour anticiper vos déplacements. Donc là, vous pouvez voir, moi j'y suis allée, enfin on n'est pas en plein dans le JO, mais j'y suis allée quand même, et j'ai tapé mon métro, et en fait je vois les zones d'affluence, si je peux m'y rendre ou pas m'y rendre, s'il y a vraiment trop de monde, et c'est assez, enfin si vous prenez le métro, la carte interactive du ministère des Transports, elle peut vous être vraiment très utile. Des stations fermées aussi, hein ? Oui, bien sûr, évidemment, tout sera marqué. Et je passe à la dernière slide. Merci beaucoup, Tristan. Et là, c'est un récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire, avec les 2 points entre le Champ de Mars et l'Arena Paris-Sud, avec la flamme qui va passer le 15 juillet dans notre arrondissement, les différents sports qui auront lieu à l'Arena Paris-Sud en bas, et les différents sports au stade de la Tour Eiffel et à l'Arena Champ de Mars. Voilà à peu près le parcours du marathon aussi le 10 et 11 août. Vous avez. Et les festivités aussi. Voilà. Je pense que c'est un récapitulatif d'à peu près tout ce que je viens de vous dire. J'espère que je n'ai pas été assez longue. Je pense que c'était un peu rapide. Mais vous pourrez le retrouver sur le site de la mairie du 15. Et maintenant, je vais laisser la parole à Valentin pour qu'il nous fasse une petite présentation.
Exactement. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être présent. Je vous prie d'excuser ma collègue adjointe au maire, au sport et aux Jeux Olympiques et Paralympiques, Özlem Oraksi. Alors j'ai laissé Valérie annoncer les mauvaises nouvelles. Moi je m'occupe que des bonnes, c'est-à-dire les festivités qui auront lieu sur le parvis. Pour tout vous dire, ça fait 1 an que nous avons répondu à un appel de la mairie de Paris pour que tous les arrondissements, et en l'occurrence le 15e, puissent faire partie intégrante des Jeux Olympiques, notamment pour tous les habitants, ceux qui ne pourront pas participer ou ne pourront pas assister aux épreuves. Donc nous avons répondu à un appel de la ville de Paris pour organiser ces festivités. Nous avons choisi le site du parvis de la mairie du 15e arrondissement, car c'était un lieu aussi emblématique pour nous. Et nous avons mis en place un fonds d'animation local pour justement soutenir, aider nos associations à animer ce parvis. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui va être organisé, mais nous avons eu un fonds qui nous a permis de soutenir des associations qui pourront justement aider, parce que c'est un temps pour les associations c'était une démarche qui était difficile à mettre en place, parce que les associations par essence sont en vacances après la fin de saison en juin, mais elles ont répondu présent et je tiens à les remercier pour rester le temps des Jeux Olympiques, pour justement animer pour vous les habitants ce parvis. Donc je tiens à les remercier. Nous avons soutenu 7 associations, l'Athletic Club Paris 15, la première, qui du 26 juillet au 10 août organisera des activités autour du football pour tous les âges, pour toutes les conditions physiques, pour les personnes malvoyantes aussi et leurs partenaires. Il y aura des sessions d'initiation au cécifoot et également du football en marchant, qui est une version du football adapté pour les seniors. Nous aurons aussi des activités culturelles et nous avons soutenu l'association Créar Musique qui, le premier week-end des Jeux Olympiques, donc en fait le lendemain de la cérémonie d'ouverture, les samedis 27 et 28 juillet, on organisera des animations pour les familles, éveil musical aux musiques du monde, pour les enfants de 3 à 6 ans avec leurs parents et les enfants de 7 à 10 ans qui pourront justement participer à des exercices de pratique rythmique, à des exercices de chant, de danse. L'idée, c'est évidemment de faire une ouverture culturelle. Les Jeux Olympiques sont aussi là pour nous ouvrir aux cultures du monde. Nous aurons également l'association Entraide et Savoir, Necker-Falguer, qui proposera des tournois de e-sport du 26 au 30 août à destination des enfants des centres aérés. Donc il y aura, chaque centre aéré sera représenté, constituera plusieurs équipes. Et donc à l'occasion et à la fin de ces journées de tournoi, il y aura des parties ouvertes à tous les volontaires qui seront présents. Nous aurons aussi du sport adapté avec la MAPA, la Maison de l'activité physique adaptée, avec à la fois des activités sportives traditionnelles. Il y en a qui sont là, comme le tech-ball, le tennis de table, l'e-sport aussi, avec des activités pour enfants. Mais on va aussi mettre l'accent sur les activités physiques adaptées, le stretching, la relaxation, la gym douce et les ateliers d'équilibre. L'objectif, c'est aussi de montrer que le sport, c'est aussi un facteur d'inclusion sociale, mais aussi profiter de ces Jeux Olympiques pour développer le sport pour tous, notamment avec un enjeu sanitaire de conditions physiques et encourager la pratique du sport santé. On a d'ailleurs inauguré la semaine dernière la 2e maison sport santé dans le 15e arrondissement, enfin la 2e à Paris et la première dans le 15e arrondissement. Voilà, l'idée, c'est avec la ville de Paris, avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé, de développer aussi le sport santé. Il y aura également le Paris Basket 15 qui va accentuer ses activités sur le sport féminin et le handisport, le parabasket et le basket 3x3 qui est une épreuve toute récente qui est la 2e édition. Il y a eu Tokyo et là il y aura Paris. Donc il y aura des tournois de 3x3 du 26 juillet au 9 août. Et il y aura aussi des séances qu'on a appelées de talk sur le basket féminin, qui tous les soirs, il y aura une discussion avec les participants et des intervenants, notamment des journalistes professionnels, des joueuses professionnelles de basket et aussi des influenceuses autour du basket et du sport féminin. Il y aura aussi des démonstrations et des initiations au basket fauteuil. Donc l'objectif, c'est évidemment de promouvoir le sport féminin et d'initier à la pratique du basketball, évidemment. Il y aura aussi le PSG handball, qui du 29 juillet au 30 août organisera des séances de handball à 4, pareil à destination de tous les volontaires, de tous les habitants qui seront présents, avec l'objectif évidemment de faire découvrir
le handball et enfin notre club phare de rugby dans le 15e, le RCP 15, qui animera des séances d'animation autour du rugby. Ce sera du 27 juillet au 9 août avec des animations. L'objectif, c'est de promouvoir aussi la discipline de rugby à 7, qui est une épreuve des Jeux Olympiques, qui est l'épreuve phare de rugby des Jeux Olympiques. Donc l'idée, c'est aussi de populariser cette discipline de rugby à 7. Le RCP 15 est un club aussi qui a une forte inclusion au local. Donc l'objectif sera aussi de renforcer les liens sociaux intergénérationnels. C'est un exemple de toutes ces associations qu'on a soutenues à la mairie du 15e. L'objectif de cette animation, c'est aussi de vous rendre aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques accessibles pour vous tous, pas que ceux qui auront des billets, pas ceux qui auront les moyens de se payer des billets, qui ont eu les moyens de se payer des billets, c'est de vous faire aussi profiter de la fête à tous. C'était la volonté de la mairie du 15e de faire des Jeux les plus populaires possibles, gratuits, je le précise, gratuits. Les horaires sont là, de 11h à 23h, 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à y aller. Moi, en tant qu'élu conseiller d'arrondissement délégué au sport, je crois vraiment que le sport peut être une occasion de faire la fête, une occasion aussi de promouvoir le sport comme facteur d'inclusion sociale, générationnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Pour l'instant, on est encore en train de caler toutes les horaires. Donc tout sera définitif et sera accessible sur le site de la mairie du 15e, sur le Paris 15 Mag, notre journal municipal, sur la newsletter aussi du 15e, et Valérie l'a rappelé. Voilà, je profitais de ce moment, de ces 2 mois de fête pour en profiter. Voilà, ne partez pas. On sera tous là et on sera tous là pour vous rencontrer, pour profiter aussi de ces Jeux Olympiques avec des retransmissions, pour soutenir aussi nos athlètes. On a des athlètes qui vont chercher des médailles et on sera là pour les soutenir tous collectivement pour faire de ce parvis une vraie fête sportive, culturelle et sociale. Voilà, merci beaucoup. Évidemment, s'il y a des questions sur l'organisation, s'il y a des volontaires, on est là. Voilà, merci beaucoup. Merci Valentin. Je vais peut-être passer la parole à juste un petit point sur police municipale. Donc effectivement, une belle fête qui se prépare. Et comme l'a annoncé le commissaire tout à l'heure, effectivement pour la DPMP également, il y aura 100% des effectifs présents. Concernant les festivités sur le parvis de la mairie du 15e arrondissement, il y aura des prestataires privés qui seront en place pour la sécurité. Et il y aura une permanence d'un cadre B et d'un agent de la DPMP permanent qui s'occupera de la mise en place des agents du privé. Il y aura également des patrouilles qui s'effectueront toutes les 2 heures afin de vraiment de profiter de ce moment pour tout le monde. Et il y aura une régulation concernant effectivement la circulation sur la porte de Versailles, conjointement avec la DOPC qui fait partie de la police, et pour réguler tout ce qui sera circulation sur les lieux. Voilà. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur les interventions? Alors moi j'en ai une. Oui, justement, ton attention Valérie. Tu nous annonçais les mauvaises nouvelles, donc je voudrais que tu continues avec les mauvaises nouvelles. Les périmètres rouge, bleu, multicolores vont être effectifs combien de temps après la fin des Jeux? Très bonne question, je n'ai pas la réponse. Non, mais je sais pas. Non, franchement, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'une fois que les Jeux sont terminés, il n'y a pas de raison qu'ils restent. Là, vous avez bien vu, c'est quand il y a le marathon qui passe, donc c'est tout zone rouge,
pendant le temps du marathon, mais après, il n'y a aucune raison qu'il y ait des périmètres de rouge ou quoi que ce soit quand c'est terminé. Là, il n'y a pas de... Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est le démontage. Oui, sur le démontage, évidemment, il y aura certainement des rues bloquées pour démonter, mais on n'aura plus du tout ce fil rouge tout le long. Là, c'est vraiment pour des moments précis. Très mauvaise question, Monsieur le Président. Non, j'ai pas la réponse en soi, mais très concrètement, les impacts les plus compliqués, c'est les périmètres bleus et rouges. C'est vraiment pendant la durée des Jeux Olympiques. Tout ce qui est palpation, fouille, etc., c'est à l'intérieur des sites. Donc, par exemple, la porte de Versailles, il n'y aura pas de montage et démontage quasiment, c'est très rapide. En fait, c'est le parc des expositions, c'est quand il y a le salon de l'agriculture, c'est tout ça. Donc, il n'y aura rien de très contraignant. Sur l'Arena Champ de Mars, je serai un peu plus réservé, parce que c'est un lieu qui est accessible à tous, et c'est le Champ de Mars. Donc là, il y aura une phase de démontage qui sera plus longue, mais ça concernera que les zones grises. Les zones bleues et rouges, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, je ne pense pas dire d'énormité, et la préfecture n'est pas là, mais très sincèrement, ce sera fini le 8 septembre au soir. On sera sur la fin et la vie reprendra normalement. Non, je te passe plus. Pour continuer dans les questions bêtes, est-ce que les zones vont être toujours actives entre les Olympiques et Paralympiques? Oui, je crois que oui. Oui, elles le seront. En fait, l'idée, c'est parce que c'est aussi une grosse machine de mettre en place ces périmètres. Donc l'idée, c'est pas de s'interrompre pendant 2 semaines pour reprendre... Tu vois, ce sera comme ça. Mais effectivement, là, tu n'as pas le marathon qui passe, donc tu n'auras pas cette zone rouge que tu as vue tout à l'heure. Tu comprends que c'est autour des sites, en fait, tout simplement. En fait, pour être très concret, la grosse contrainte, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture. Hein. Oui. C'est là et le marathon. Et le marathon. Ouais. Parce que c'est là qu'il y a des gros enjeux de sécurité. C'est là d'ailleurs que beaucoup de questions au niveau du gouvernement se posent. C'est la sécurité, assurer la sécurité de la cérémonie d'ouverture. Donc si ça prend en fait, la semaine qui va précéder la cérémonie d'ouverture, ça va être pour fouiller en fait tous les espaces publics, pour pas qu'il y ait d'armes qui puissent être cachées, etc. Mais voilà, le plus dur, ce sera le jour vraiment de la cérémonie d'ouverture. C'est là que ça va être le plus contraignant. Mais c'est qu'une journée. Oui, attendez, prenez un micro parce que comme c'est enregistré, sans ça, on ne vous entend pas. Merci, madame. Voilà, je suis résidente rue Linois. Je ne suis pas vraiment sur mon secteur ici, mais enfin, j'ai commencé les démarches pour avoir le QR code. J'habite la tour Beaugrenelle. Et on me dit que je n'aurai pas le QR code avant le résultat d'une enquête administrative. De quoi s'agit-il ? En fait, la préfecture de police fait une enquête administrative, effectivement, sur tous les laissez-passer numériques, ce qui me paraît... Mais qu'est-ce que ça implique ? Ça n'implique rien, ils vérifient juste votre identité, c'est tout. Vous les avez, mes impôts. J'habite ici depuis 40 ans. Mais je sais, je crois qu'on se connaît bien même. Je crois même que nous sommes voisines. Mais non, c'est juste une enquête d'identité. Ils vont juste vérifier, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. L'autre question, c'est pourquoi l'hôpital européen Georges Pompidou est en zone rouge ? C'est un hôpital, on est censé... Alors parce qu'il est près en fait de l'Arena Porte de Versailles. Donc en fait, vous avez dû le voir en zone rouge quand il y a quand il y a le marathon peut-être. Ouais, peut-être, c'est quand il y a le marathon. En fait, il n'est pas en zone rouge, mais quand il y a le marathon qui passe, il doit l'être, si je me souviens bien. Ouais, oui, il l'est. Il doit l'être, oui. Voilà, c'est quand il y a le marathon, en fait. Vous voyez ? Sans ça, non, ça déborde pas, en fait. Voilà, on pourra y accéder tranquillement. Et c'est quel jour le marathon ? Excusez-moi, vous pouvez prendre un... Les épreuves du marathon, c'est les 10 et 11 août. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. 10 et 11 août. Et pareil, hein, pas d'inquiétude particulière quand il y a le marathon de Paris tous les ans. Oui, après, voilà. C'est des systèmes de sécurité qui mettent toujours en place, hein, de toute façon. Hein. Très bien, nous allons peut-être passer au dernier point. J'avais juste une petite question à propos du site des festivités. Quel est le budget qui a été accordé pour ce projet et quels sont votre objectifs en termes de participation?
Alors, honnêtement, on n'a pas d'objectif. Si, le maire nous l'a dit ce matin, entre 1000 on espère avoir 1000 à 2000 personnes chaque jour sur le parvis, ce qui est beaucoup, hein, parce qu'en fait, c'est pour ceux qui étaient à la fête de la Bretagne ce week-end, c'est à peu près, voilà, en fait, on espère que si on est complet entre guillemets, on aura entre 1000 à 2000 personnes. Alors sur le budget d'organisation total de ces festivités, je l'ai pas. C'est la ville de Paris qui a mis les budgets parce qu'il y aura des budgets aussi de barriérage, d'écrans géants, etc., qui sont à la charge de la ville de Paris. Nous, on nous a accordé 20 000 euros, ce qui n'est pas beaucoup. En fait, pour être très transparent, quand on nous a proposé d'animer le parvis, on nous a dit vous n'aurez rien. Et vous vous débrouillerez avec rien pour encourager les associations à participer aux festivités. Et ça a été une grosse négociation, notamment avec ma collègue Özlem Oraxi et le maire Philippe Goujon, pour débloquer un budget et qui a été de 20 000 euros. Donc c'est 20 000 euros que nous avons accrédité aux 7 associations que j'ai citées pour animer. Ça a été l'objet d'un appel à projet en fait, très classique et que nous avons voté en conseil d'arrondissement, le dernier conseil d'arrondissement qui était le 13 mai. Voilà, en toute transparence, et vous avez le compte rendu, vous aurez le compte rendu du conseil d'arrondissement et l'examen des votes. Enfin, tout a été public pour cette organisation-là. Voilà. Merci beaucoup Valentin d'être intervenu à notre réunion de quartier. Oui, merci. Pas d'autres questions sur les Jeux Olympiques? Non. Alors, bien, nous allons passer à notre deuxième sujet qui est la stratégie de la propreté de Paris pour les Jeux Olympiques. Et nous avons donc Monsieur Fleureau qui est là. Alors, bonjour, je me mets debout, comme ça je peux voir l'écran en même temps, c'est quand même plus pratique. Surtout que je ne connais pas par cœur la présentation que j'ai rédigée. Donc, si vous voulez bien passer, voilà. La propreté, notre service, hein, on est comme vous. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte aux contraintes spécifiques des Jeux Olympiques. Ça va être compliqué, mais on va faire face. Et notamment, hein, Madame Giovannucci vous l'a bien expliqué, il y a des contraintes très fortes en matière de circulation. Et ces contraintes, elles s'appliquent à tous les services de la ville et à nous en particulier. Notamment toutes ces histoires de périmètre rouge ou de périmètre silt. Alors, j'ai divisé mon propos en deux parties, puisque nous, on estime qu'on a deux métiers. On a le métier collecte des ordures ménagères et des poubelles jaunes, et la partie propreté. Donc je vais commencer par la partie collecte. Sur la partie collecte, je vais différencier deux moments. Les moments, on va dire, événementiels, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture et le marathon, puisque ce sont les deux événements qui nous impactent plus particulièrement dans le 15e, et la partie sur ce qu'on appelle les clusters, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour la cérémonie d'ouverture, c'est le même plan, hein, ça me rassure, que vous a diffusé tout à l'heure Mme Giovannucci. Vous voyez, il y a toute une zone rouge sur laquelle il y a deux temps. Il y a la période préalable à la cérémonie d'ouverture, hein, à partir dès le 18 juillet, ce périmètre rouge va être ouvert. Ça veut dire que pour accéder à ce périmètre rouge, nous, comme vous, il faudra qu'on ait un laissez-passer. Non seulement pour les personnes qui seront dans nos véhicules, mais aussi pour les véhicules. Donc c'est tout un travail préparatoire assez lourd à mettre en œuvre, mais on va le faire, bien évidemment. Et par ailleurs, le jour de la cérémonie d'ouverture, il y a un arbitrage qui a été pris par la maire de Paris au regard des restrictions de circulation, qui veut qu'il n'y aura pas de collecte sur l'ensemble de l'arrondissement et dans les 3/4 de Paris ce jour-là. Ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture. Autre événement qui impacte fortement le 15e, c'est le marathon. Hein, donc il y a toute une zone d'interdiction de circulation. Et donc, comme en fait, vous l'a expliqué tout à l'heure Mme Giovannucci, le marathon, c'est 3 marathons. Le marathon femmes, le marathon hommes et le marathon pour tous.
Ce qui nous impacte, nous, dans le 15e, c'est le marathon pour tous. Pourquoi? Parce qu'il est le soir, d'une part, et d'autre part, étant donné le nombre de personnes qui y participent et l'hétérogénéité de leur niveau, puisque c'est des amateurs, la durée de fermeture des voies à la circulation est très importante. Et vous le savez, puisque vous habitez dans le 15e, la collecte des ordures ménagères a lieu en soirée dans le 15e arrondissement. Donc, le 10 août, il n'y aura pas de collecte dans le 15e. Alors, je vais nuancer mon propos sur cette absence de collecte le jour de la cérémonie d'ouverture et le marathon. Nous allons quand même faire circuler un nombre très 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 restreint de bennes, mais sur des points, on va dire, de gros producteurs. C'est-à-dire, les gros producteurs, c'est très majoritairement des restaurants. C'est-à-dire des producteurs qui ont des commerces, qui produisent des déchets alimentaires qu'ils ne peuvent pas conserver sur une durée importante dans leurs locaux. Souvent d'ailleurs, ces producteurs n'ont pas la place de stocker pendant plusieurs jours des ordures ménagères qui sont malodorantes. Donc on est en train de définir la liste de ces gros producteurs, mais pour l'immeuble lambda, il n'y aura pas de collecte, c'est 2 jours exceptionnellement dans le 15e arrondissement. Voilà. Donc ensuite, la deuxième partie, les clusters. Donc les clusters, vous en avez 2. Vous êtes intéressé par le cluster Champ de Mars, Tour Eiffel. Donc là, on va collecter comme normalement. La seule chose, c'est qu'on a obtenu de la préfecture de pouvoir y aller normalement, mais on va devoir limiter notre temps de passage à 1 heure, de 21h à 22h. Donc c'est un temps très limité. On s'est engagé auprès de la préfecture à le respecter, mais toute cette zone du cluster sera collectée bien tous les jours, sauf les 2 jours dont je vous ai parlé, le jour de la cérémonie d'ouverture et du marathon. Je vous donne l'information aussi pour le cluster Porte de Versailles, mais je pense que ça vous intéresse moins. Ça sera de 17h à 18h. Mais en fait, ces horaires ont été choisis en fonction des horaires des manifestations sportives qui ont lieu sur les 2 sites. Voilà sur la problématique collecte. Maintenant, on va passer à la problématique propreté. Alors, sur la problématique propreté, on a mis en place ce qu'on appelait les teams olympiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les teams olympiques? Ce sont des ateliers qui ont été mis en place spécifiquement pendant la période des JO, et il y en a même pendant la période des Jeux paralympiques, avec des éboueurs mobilisés spécifiquement pour cette opération venant de tout Paris. Alors, ici, on va être concerné par une base olympique qui sera rue de la Fédération, au niveau du gymnase, qui interviendra sur toute la zone du cluster du Champ de Mars. Donc il y aura 40 agents et 3 encadrants dans cette team olympique, et ils ont une plage d'intervention extrêmement large, puisqu'ils commencent de 6h du matin jusqu'à 1h30 le soir. Comme on ne peut pas circuler en automobile, ils seront équipés de vélos avec une carriole, des vélos électriques, ils pourront et par contre, il y aura des véhicules, des laveuses et des aspiratrices qui interviendront la nuit, puisque c'est le seul moment où on aura l'autorisation de le faire. Voilà pour les teams olympiques. Nous, division du 15e, puisque ces teams olympiques, elles seront pilotées au niveau parisien. Il y a une deuxième team olympique qui intervient dans le 15e, celle qui est au niveau du stade Jean Bouin. Elle interviendra sur les sites
qui sont de Roland-Garros et du Parc des Princes, mais ils interviendront aussi au niveau de la porte de Versailles. Voilà. Nous, division du 15e, bien évidemment, au niveau de nos effectifs, on interviendra sur tous les abords de ces clusters, avec une action renforcée d'une part, et d'autre part, on interviendra en amont et après les festivités de la cérémonie d'ouverture et du marathon. Et par ailleurs, on nous a demandé, et on a commencé à le mettre en œuvre, à faire un nettoyage approfondi de toutes ces zones, ainsi que sur le parcours de la flamme olympique qu'on vous a présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant tout le mois de mars et d'avril, on a fait des signalements via l'application Dans ma rue sur tout ce qui est tag, tout ce qui est affiche, tout ce qui est vélo abandonné, chaîne de vélo abandonnée, etc. L'idée, c'est que tout ça soit nettoyé courant juin et courant juillet pour faire ces nettoyages approfondis avant la période des Jeux Olympiques. Par ailleurs, la dernière slide, pour faire face aux festivités qui sont organisées, notamment sur le parvis de la mairie, on va mettre en place, je vous ai mis la photo du véhicule, on en a deux comme ça, qui s'appellent des véhicules d'urgence propreté. Donc ce véhicule, ouais, c'est un petit utilitaire, mais il y a aussi un système de Karcher, et ce véhicule, il ne gère que des signalements, c'est-à-dire il vient en urgence, parce que la mairie nous appelle, parce qu'on a des signalements sur Dans ma rue, et il interviendra il commence à 5h30 du matin et il travaillera jusqu'à 23h18. Donc il assurera la propreté aux abords du parvis de la mairie du 15e, et notamment ce qu'on craint, c'est de voir renouveler, de changer des sacs de corbeille très régulièrement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, nous on s'est mis en ordre de marche pour que pendant la période des Jeux Olympiques, ça soit le plus propre possible et faire face à l'afflux des spectateurs. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci monsieur. Des questions? Ah, pour la salle. Et pourquoi vous ne mettriez pas des grandes poubelles plutôt que, à mon avis, ça va déborder de tous les côtés, même si vous venez régulièrement. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des grandes poubelles carrément? Ce serait peut-être mieux, non? Alors, il y aura du mobilier urbain provisoire dans le périmètre rouge et sur les cheminements piétons, c'est-à-dire à partir des stations de métro où, a priori, les spectateurs vont descendre pour assister aux événements. Donc oui, ça a été pensé, ça sera mis en œuvre. Ok. Il y a vraiment moins de cobayes dans le coin, totalement. J'ai 2 chiens, et quand j'avais mes petits bébés chiens il y a 4 ans, tout à coup, il y avait une poubelle, mais le lendemain, il n'y avait plus. Alors vraiment, dans le coin, il y a de moins en moins de poubelles. Et pourquoi ? Alors, je n'ai pas la réponse précisément. En fait, moi, ce que je constate, c'est que, quels que soient les quartiers, parfois on nous demande d'en retirer, parfois on nous demande de les remettre. On marche sur le trottoir. Il y a des petits
Madame, Marc, je ne vous dis pas que je suis contre. Hein. Oui, moi, si le conseil de quartier nous dit, voilà, il faut en implanter à tel endroit, sur le principe, je n'ai aucun problème. Mais généralement, si on a enlevé une corbeille, souvent c'est parce qu'on a eu des plaintes. Alors, les plaintes, souvent, elles sont liées au fait qu'il y a des personnes, on peut dire inciviques, que quand ils voient une corbeille, au lieu d'aller mettre leurs ordures ménagères dans le local poubelle de leur immeuble, ils en profitent et ils mettent leurs ordures au pied de cette corbeille. Et souvent, il y a des gens qui habitent en face de cette corbeille, un commerce, etc., qui écrivent à la mairie en disant qu'ils trouvent que c'est une nuisance insupportable et ils demandent à ce qu'on la retire. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Moi, je n'ai pas de problème. Si le conseil de quartier me dit, voilà, dans telle zone, il faut renforcer le nombre de corbeilles, on en mettra d'autres. Alors, ça veut dire qu'il faut faire une liste de tous les endroits où ils avaient enlevé les corbeilles et où il y a un besoin, parce que vraiment, il y a vachement moins. Et il y en a peut-être plein moins, de gens, ça va être la bordel, quoi. Une nouvelle fois, je n'ai pas d'opposition de principe. Voilà. Ok, merci. Alors, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail sur les endroits que vous préconisez. Comme ça, je pourrais le transmettre au conseil de quartier. Okay. Oui, une autre question au fond de la salle? Allez-y. Je voulais savoir aussi si, pendant les Jeux Olympiques, les gens auront le droit de déposer tout leur détritus, tout leur tri sur les trottoirs, comme on le fait toute l'année, et qui fait d'ailleurs... c'est la honte, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on ait on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de mettre des dépôts de type canapé, frigidaire ou que sais-je, sur la voie publique, sans avoir pris un rendez-vous préalable. Mais même, c'est tous les jours, il y en a tous les jours dans Paris. Je n'en doute pas, mais pour autant, ça n'est pas un droit. Il y a des gens qui prennent ce droit au risque de se faire verbaliser. Pour votre information, dans l'arrondissement, notre service collecte environ 2500 dépôts par semaine. Sur ces 2500 dépôts, il y a 2/3 des personnes qui ont pris rendez-vous. Mais un tiers, c'est-à-dire environ 800 par semaine, n'ont pas pris rendez-vous. Mais pourquoi est-ce qu'on continue ce système qui est complètement aberrant, alors qu'autrefois, c'était une fois par mois, on pouvait déposer les objets dans une benne, enfin, je comprends pas. Ça répond à un besoin des Parisiens, madame. Mais Paris devient une vraie poubelle, un vrai débarras vis-à-vis des étrangers. Enfin, c'est complètement aberrant de voir que ce système perdure encore dans Paris. C'est effrayant, je trouve. Moi, ce que je constate, c'est que je pense que parmi ces dépôts sauvages, il y a beaucoup de cartons. Il y a beaucoup de cartons. Moi, je pense que c'est extrêmement lié au nouveau mode de consommation du commerce en ligne, qui s'intensifie et qui génère beaucoup d'emballages. Ces emballages, souvent, même les gens civiques, parfois, n'ont pas la possibilité de les mettre dans leur poubelle jaune, puisque les locales poubelles sont souvent d'une taille limitée dans les vieux immeubles parisiens. Et donc, il y en a beaucoup qui se retrouvent sur la voie publique, et je le déplore. Après, moi, ce que j'incite les gens à faire, généralement, les gens sont relativement contents de ce service, c'est faire un signalement sur l'application Dans ma rue. Il y a un item spécifique sur dépôt sauvage. Généralement, quand on nous fait un signalement sur cette thématique, on met en moyenne 1 à 2 jours pour le collecter. Donc on est assez réactif pour les récupérer. Bien. Moi, je trouve que c'est un système qui fonctionne très bien. Je suis désolée, mais quand on n'a pas de voiture et qu'on a une petite table achetée ou un fauteuil ou un canapé, si vous prenez rendez-vous sur le site, franchement, dès le lendemain, ils viennent les enlever. Donc, je trouve que c'est assez pratique. Moi, j'ai juste une question. Vous dites que pendant le jour du marathon et la cérémonie, il n'y aura pas du tout de collecte, mais dans tout le 15e. Pourquoi tout le 15e alors que juste la partie de la Seine est touchée? Ça me paraît énorme quand même. Alors,
déjà, c'est pas une décision personnelle. Je me doute, je me doute. Mais quelle est la raison pour laquelle... Non, mais je préfère le dire. Je me doute bien, En fait, c'est... même si la zone semble limitée, de facto, les bennes d'ordures ménagères, ce ne sont pas des véhicules très manœuvrables. Hein. Normalement, elles n'ont pas le droit de faire des machines arrière. Donc, vous parliez de la rue Linois, hein, je crois, où vous habitez. Si la fin de la rue Linois est bloquée parce que le marathon passe sur les quais, on ne peut pas s'y engager du tout, puisqu'on ne peut pas faire demi-tour. Donc, de facto, nous, on avait calculé que c'était la moitié de l'arrondissement, quoi qu'il arrive, sur lequel, ou presque, qu'on n'allait pas collecter. Donc ça, c'est première réserve. Deuxième réserve, c'est aussi sur la simplicité du message à passer à l'ensemble des syndics et des gardiens et gardiennes de l'arrondissement. On préfère dire, au lieu de dire telle rue ou tel numéro, impair ou impair, nous, on ne veut surtout pas qu'il y ait des personnes qui présentent leur bac alors qu'il n'y a pas de collecte. Donc, par simplicité du message et de la communication, vous avez préféré ne pas faire de collecte et avoir une information commune. J'ai la réunion du Conseil des gardiens jeudi, je crois, auquel je vais assister. Je vais passer le message, prêcher la bonne parole pour pas qu'ils présentent leur bac ce jour-là. Ces 2 jours-là. Voilà. Très bien. Une question, monsieur ? On va vous donner le micro, si vous voulez bien. Bonsoir, je suis révérend de Roue de Commerce. Ce n'est pas une question, c'est juste un commentaire sur cette application dans ma roue. C'est juste, je vous remercie pour cette application que je trouve très bien et vous encourage de développer cette plateforme que j'utilise assez souvent pour les petites choses, mais aussi pour des grandes choses. Et ça nous aide beaucoup. Merci. Je vous remercie, monsieur. Je voulais juste poser la question, savoir à quel délai vous allez prévenir les gardiens et gardiennes, parce qu'il va y avoir des remplacements pendant les congés, pendant le mois de juillet et août. Alors moi, j'ai une réunion avec cette réunion qui a organisé, c'est Madame Serrac, je crois, qui voilà, la semaine prochaine. Mais par ailleurs, il y a un courrier signé par la maire de Paris qui est adressé à tous les syndics de Paris. Donc, oui, voilà. Non, c'est au syndic. Voilà. Donc, en fait, nous, on a des interlocuteurs parce que c'est la ville de Paris qui fournit les bacs. Donc, nous, on a une base avec des coordonnées pour tous nos bacs. Donc, on a une base de données sur laquelle on va écrire pour le faire. Puis, par ailleurs, on va faire une campagne de communication. Moi, j'ai déjà pris la tâche avec le cabinet du maire du 15e et l'élu chargé de la propreté du 15e, M. Pinet, pour que dans les supports de communication de la mairie du 15e, il y ait une information grand public, même si... Vous avez raison. Le cœur de cible, c'est pas vous, même si vous êtes des relais d'opinion, à mon avis, et d'informations très précieux. C'est les gardiens et les gardiennes, et aussi, surtout, de plus en plus, et je le regrette, des sociétés maintenant qui se chargent de sortir les bacs. Voilà, c'est ces personnes-là qu'on vise, parce que effectivement, s'il n'y a pas de collecte et qu'ils sortent quand même, les bacs, en termes de salubrité, de sécurité aussi, on est à côté de la plaque. Voilà, donc ce serait complètement contre-productif. Voilà. Une autre question ? Non. Merci, Monsieur Fleureau. Surtout qu'on se revoit demain soir. Eh ben avec plaisir. Non, pas d'autres questions. Donc, peut-être, madame ? J'habite dans la rue de la Coin-Hiver. Et en fait, avant, ils ont coupé autour des arbres et tout, les mauvaises herbes et tout. Mais maintenant, ils ne font plus. Non, on va le faire. On est
Non, mais ça, vous avez parfaitement raison de vous plaindre. Parce que maintenant, il y a vraiment un problème. Parce qu'il y a les... Pas que sur la rue de la Croix-Nivert, malheureusement. Non, c'est ici autour. C'est ça. C'est pas tout. Non, mais c'est dans tout le 15e et dans tout Paris. Oui. Je veux dire, avec le climat qu'on a, la végétation est luxuriante, entre guillemets. On se croirait dans un climat tropical, tellement la végétation pousse au niveau... Si on coupe pas, ça pousse, c'est clair. Oui. C'est toujours comme ça. Oui, j'entends. Mais vous entendez que... Enfin, mes agences, leur cœur de métier, c'est pas de faire du désherbage. Ça fait malheureusement, enfin ça fait partie, on nous demande de le faire, donc on le fait, mais je vous avoue que le temps dont ils disposent pour faire cette tâche est réduit. Donc moi je suis obligé de monter des équipes spécifiques pour le faire. Donc cette année on a un retard considérable du fait de cette météo, mais on va le faire. Oui, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de cette terre. C'est une mauvaise herbe qui produisent les petits trucs qui s'appellent des épillés. Et c'est pas du tout bien pour les animaux, pour les... mais je et en ne fait, conteste pas la nécessité de le faire. Si on coupe maintenant, dans une semaine, ça va aller. Mais sinon, ça va être la galère. Parce que les terres, ils sont partout, parce qu'avec les mélanges de semelles qu'on a mis avant, il y a 4 ans, ils ont dit les fleurs sauvages et tout, ils étaient dedans. Et maintenant, c'est tous partout comme ça, c'est affreux, quoi. Alors, je vous garantis pas qu'on va faire ça dès que possible, ça sera bien. Oui, j'entends, madame. Alors, merci beaucoup. Mais après, si on le fait la semaine prochaine, je ne vous garantis pas que la semaine suivante, ça sera nickel, parce que généralement, il faut le faire 2-3 fois dans l'année pour que... Parce que nos collègues des parcs et jardins n'interviennent que dans les jardins clos. Voilà. Donc nous, on n'est pas vraiment, on n'est pas des spécialistes, on va dire. Et puis on n'a pas vraiment l'outillage adapté. Surtout que, en fait, le matériel qui serait le plus adapté, c'est des rotophiles, et on n'a pas autorisé à les utiliser sur la voie publique pour des questions d'assurance, parce qu'avec les rotophiles, vous avez parfois des projections, et malheureusement, on a eu par exemple, une voiture à côté qui s'est pris un éclat. Moi, je ne vais pas polémiquer. Moi, je m'occupe de mes missions d'entretenir la voie publique dans la mesure du possible. Voilà. Merci, Monsieur Fleureau, pour votre intervention. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir participé à cette réunion publique, et je laisse le mot de la fin au président. Non, voilà, je vous remercie d'être venu à cette réunion, et à la prochaine.